Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous? Une activité rémunératrice? Un moyen d'épanouissement? Ou un engagement social? Une corvée peut-être? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute! Au boulot! Donc là, on a fait un très beau tour de ton parcours pro. On va rentrer dans les questions que je pose habituellement dans le podcast. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter un ou deux épisodes. Si, justement. On va voir où ça nous mène. La question que je pose toujours en premier à tout le monde, c'est pour toi, c'est quoi le travail? C'est bizarre parce que mon rapport au travail, forcément, vu ce que j'ai dit, il est biaisé par le fait que à chaque fois que je me suis dit je vais aller travailler, c'était pour gagner de l'argent. Et que tous les jobs que j'ai eus, que j'ai aimé le plus, même ceux qui m'ont rapporté, je ne le considérais pas comme du travail parce que c'était ma passion. Qui est un problème en vrai, hein. Il faut pas penser comme ça. D'après ta définition d'aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui avec Sourcing in the Rain, donc ta propre boîte, tu le considères presque pas comme du travail. J'ai encore ce complexe de l'imposteur, mais qui est plutôt bien situé, de me dire j'ai la chance d'être à mon compte et de gagner de l'argent pour ce que j'aime faire. En plus, dans ces circonstances pour l'instant, alors janvier a été compliqué, mais pour ces circonstances actuelles de j'ai pas trop besoin d'aller chercher des clients pour l'instant, je me dis que je suis extrêmement privilégié. Du coup, j'ai quand même pas l'impression de travailler. Même si je vois c'est quoi du travail, tu vois, j'ai passé la journée aujourd'hui derrière mon ordi à écrire tout un dossier énorme pour quelqu'un. C'est du travail, mais j'aurais pu le faire de façon bénévole. Et d'ailleurs, je continue à faire du bénévolat pour certaines fois. Pour des Global Game Jam, c'est des concours rapides en 48 heures de création de jeu. Je suis souvent bénévole, etc. Donc cette notion de travail, c'est devoir payer son loyer, quoi. C'est ce qui te permet de payer ton loyer. Et du coup, on en revient à la question pourquoi tu travailles? Ouais, bah, je travaille, mais je peux pas faire autrement. J'ai déjà essayé de prendre des vacances et de faire autre chose, mais je ne sais pas faire. Je suis trop curieux pour, ne pas «travailler» entre guillemets. Si, c'est du travail, faut pas que je le mette entre guillemets. Mais, je suis trop curieux. Du coup, même si je voulais faire une pause, il suffit d'une discussion, d'une découverte pour que je me relance. Parce qu'en plus, j'ai pas dit tout ce que je faisais à côté. Je m'amuse à faire des vidéos autour de jeux vidéo. J'ai un podcast potentiel qui va arriver purement sur l'industrie du jeu vidéo. J'ai toujours quelque chose en vue. Du coup, je travaille, je crois que c'est pour m'occuper le cerveau et ça me rend heureux, j'imagine. Et du coup, pourquoi ce travail? Tu y as déjà répondu, mais Ah ouais, je suis tombé dedans de fou et ce que j'adore dans mon boulot et ce que j'ai toujours adoré avec les indépendants, c'est que tu es au plus proche des artistes. Vraiment. C'est que bien sûr que c'est une industrie, bien sûr qu'on veut faire de l'argent, bien sûr qu'il faut en vivre, mais tu es au plus proche de l'artiste, tu vois plein de choses différentes, tu découvres plein de choses différentes. Ça, c'est passionnant. c'est quoi les choses que tu aimes le plus et que tu aimes le moins dans le travail? Et je dis bien le travail, tu peux orienter la réponse vers ta situation actuelle et ton travail actuel, mais tu peux aussi faire une réponse plus globale de manière générale sur ce que tu aimes le plus, ce que tu aimes le moins. Alors, je vais te faire un petit disclaimer, c'est important. On serait sur TikTok, ça pourrait être découpé ce que je dis. C'est pour ça que c'est pas bien. Remarque, ça pourrait l'être, hein. En fait, ouais, je trouve que globalement, dans les entreprises qui sont vraiment des entreprises avec des strates, avec des niveaux de compétences, etc., justement, on a beaucoup d'incompétences. Je dis pas que les gens sont incompétents. Je dis pas que les gens sont bêtes. Personne n'est bête volontairement. Je dis juste qu'il y a des cadres qui font que certaines personnes manquent de compétences, ne vont pas en gagner, vont rester longtemps dans ces boîtes et que cette incompétence va rayonner sur tout le reste. Moi, ça, c'est ce que je déteste le plus. Parce que l'incompétence, au-delà de je fais mal mon travail et je fais des erreurs, ça tombe souvent sur les gens que moi je représente, qui sont des artistes qui essaient de faire de leur mieux. Et en plus, ça me fait de la peine, en vrai. C'est que j'ai envie d'aider. Je pense que l'incompétence des gens, c'est la chose que je déteste le plus dans le travail, parce que c'est pas la mienne et que je ne peux pas forcément y changer grand-chose. En règle générale, c'est ça. Tu vois, je vais dire un exemple tout bête. Tu envoies un mail avec des infos, ils l'ont pas reçu. Ça fait 2 semaines, ils t'ont pas dit qu'ils l'ont pas reçu, ou qu'ils l'ont pas lu, ou ils ont pas compris. Tu perds 2 semaines. Tu envoies ton mail, ah oui, j'avais pas vu, j'en peux plus. Ça, c'est le truc que je déteste le plus, alors que c'est basique, hein. Mais je ne peux pas perdre de temps. C'est un enfer. Pas sur ce genre de choses en fait. Tu as du mal à accepter le fait qu'il y a du temps qui a été perdu parce qu'il y a juste quelqu'un qui pisse pas forcément du travail ultra technique poussé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a pas fait une tâche qui était censée lui incomber. Mais je suis trop exigeant, hein. Je suis très exigeant avec les gens.
Je me rends compte maintenant que je suis voué potentiellement à faire grossir sur Sling the Rain et à bosser avec des gens. Le jour où je vais devoir recruter, je vais être insupportable. Parce que je suis beaucoup trop exigeant envers les gens. En fait, c'est qu'on se fait tellement violence qu'on veut être sûr de bien être entouré. Moi, je suis quelqu'un de très dans l'émotionnel et qui va au feeling. Et après, j'étudie ce que j'ai fait. Et moi, je suis entouré de gens, c'est les gens que je préfère, qui sont très terre à terre. Et du coup, c'est intéressant parce que eux sont un peu c'est mes meilleurs conseillers en fait. Et je vois très bien comment que ça fonctionne. Demain, si moi je veux recruter quelqu'un, je vais appeler mes potes pour le faire. C'était rappel à la réalité. Ouais, c'est ça. Et du coup, parce qu'il y a ça, je dois encore plus me protéger. Donc du coup, ouais, je suis très exigeant. Et le bon côté, je sais pas comment le tourner. Je crois que c'est bon, la société l'utilise pas de la bonne façon, mais le fait d'être fier de soi, donc quoi que ce soit, c'est quand même un bon sentiment. Le sentiment d'accomplissement. Ouais, et je crois que le travail, c'est la meilleure façon de l'avoir. Pourtant, j'aime pas du tout ce que ça représente en termes sociétal, hein. Si quand tu veux, tu peux et tout ça. De pas essayer de donner une carotte aux gens en disant vous êtes censé être fier de vous, il Ouais, faut faire ce truc parce que c'est quelque chose qui va vous rendre fier, mais que ça c'est négatif parce que tu l'utilises pour une fin, alors qu'à titre purement personnel et introspectif, le fait de se sentir accompli, tu trouves ça super positif. c'est ça. C'est un peu déconstruire ce que disent les coachs les coachs globaux qu'on a en ce moment. C'est quand tu veux, tu peux. C'est trop facile de dire ça, c'est bête. Par contre, l'origine de ça est intéressante. En fait, c'est rare qu'il va t'arriver quelque chose si tu fais rien. Ouais. Donc, tant qu'à faire, fais quelque chose. Mais en vrai, ça peut être tout ou rien. Eux, ils le tournent de façon de faire de l'argent. L'équivalent moins négatif que j'aime bien, moi, c'est il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Oh, mais attends, il y a ça aussi. Moi, ce que j'adore, et vraiment, c'est très présomptueux, mais je vous jure, c'est vrai. J'adore avoir tort. Mon Dieu, que j'adore avoir tort. Mais c'est là que tu apprends le plus. C'est Et oui. jamais des moments agréables, mais c'est là que tu apprends le plus. Et à Plugin, je crois que j'avais rarement tort. C'est horrible, c'est très, très, très prétentieux ce que je dis. Mais en vrai, j'avais rarement tort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'embêtait parce que t'apprends rien et tu stagnes. Et j'ai mon ami qui me dit souvent ça. Alors, je vais le dire de la mauvaise façon et quand elle va l'entendre, elle va me dire, j'ai pas vraiment dit ça, William. Mais en gros, un jour, je lui ai dit, mais j'ai vraiment l'impression d'être le meilleur dans cette boîte. Et elle m'a répondu, c'était pas cette boîte-là en plus, c'était une autre boîte. En gros, c'était des partenaires avec qui je devais communiquer. Et je disais, mais j'ai l'impression d'être le meilleur dans cette boîte. Et elle m'a dit, non, t'es pas le meilleur. T'es peut-être le moins pire. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est essayer de te mettre, de comprendre le niveau que tu as, tout en ne pensant pas que tu es un dieu, quoi. Et là, tu apprends beaucoup à faire cet exercice aussi. De voir que tu n'es peut-être pas à ta place, mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre la grosse tête. Ouais, c'est ça. C'est ça, clairement. Et puis de toute façon, je pense que personne n'est nul par principe. Je veux dire, les gens, ils manquent juste de bons managers ou ils sont pas à leur place, quoi. C'est juste. C'est ça, où tu n'es pas à la place à laquelle tu devrais être. Moi, mon avis personnel, moi, c'est beaucoup ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on estime mauvais ou de mauvaise foi ou peu importe, qui sont juste dans une place où ça va pas. C'est clair. Soit ça va pas parce que ça leur plaît pas, parce qu'ils vont pas bien, ou etc. Soit parce que c'est juste pas là qu'ils sont brillants, ces gens-là. Je suis complètement d'accord. Ouais, j'ai un peu dérivé par rapport à ta question, mais voilà, c'est ce qui me plaît, ce Non, qui me mais plaît pas. c'est aussi le but. La prochaine question, et là ça va être intéressant parce que tu en as déjà plus ou moins parlé des petites dérives que tu as pu avoir. Comment tu gères ton équilibre entre la vie pro et la vie perso? C'est pas gagné encore, mais ça va mieux. Je pense que je me déteste. Alors, on va aller dans le deep, hein. Mais je pense que je me détestais tellement il y a encore un an que du coup, je préférais travailler parce que j'avais une image de moi-même qui était un peu meilleure. Et surtout l'image que les gens me renvoyaient. T'es fiable, tu bosses bien, etc. Ok, mais on en revient un peu à ton sentiment d'accomplissement. C'est que quelque part, tu as ce truc de flatter l'ego qui te faisait du bien aussi. Aujourd'hui, ça te fait toujours du bien. Peut-être que tu le vois différemment sur le côté positif que ça peut avoir et le côté négatif que ça peut engendrer, Ouais. de ce que j'entends en tout cas. En fait, ce truc de, tu sais, je sais pas comment c'est chez les gens encore, j'en suis pas allé jusque-là, mais est-ce qu'on doit avoir un accomplissement au travail pour être heureux? En tout cas, on doit avoir un accomplissement personnel aussi dans sa vie personnelle pour être heureux, c'est sûr. Moi, j'avais pas ça. Ma vie personnelle, franchement, nulle. Du coup, j'avais tout via le travail. Et c'est pour ça que j'étais aussi passionné et aussi à fond, je pense. Je le vois que maintenant, hein, je fais le malin là avec mes réponses, mais en fait, tu m'aurais demandé il y a un an. Alors après je pense que tu es aussi, tu l'as dit toi-même, hein, tu es tombé dedans, c'est littéralement Ouais, ça. Tu es un peu tombé dans le truc qu'on entend beaucoup. Je sais pas à quel point il y en a beaucoup qui le vivent, mais c'est un peu le danger de travailler dans sa passion. ouais, C'est que tu mélanges le pro et le perso automatiquement parce que tu es littéralement en train de faire de ton travail et de ta source de revenus. J'essaye de décorréler les deux, mais de ces deux choses-là,
c'est ta passion, et en fait, tu as peut-être tout qui se mélange à Complètement. ce moment-là. Et là maintenant, bah, du coup, je pense que je travaille toujours un peu trop, mais que j'aime ça. Mais comme je suis en freelance, bah, du coup, il y a aussi des moments où je me dis: «Bon, bah, toi, par exemple, exemple typique, semaine prochaine, je ne travaille pas». J'ai décidé et heu et j'arrive à reprendre un peu plus, déjà confiance en moi et donc reprendre du temps pour moi. Mais je pense qu'effectivement, qu'on ait les problèmes de santé mentale que j'ai ou pas, quand on bosse dans sa passion, c'est très dur de faire la différence et surtout, c'est dur pour l'entourage, quoi. C'est dur pour l'entourage. Ouais. Je prends, par exemple, beaucoup plus de temps et je fais beaucoup plus attention à mon entourage qui ne connaît rien en jeux vidéo, qu'à ceux qui le connaissent. Parce que ceux qui le connaissent, c'est plus simple pour eux et pour moi. Et je pourrais très vite oublier les autres parce que c'est moins confortable. Ouais. Mais c'est ça, vraiment, la passion, c'est un piège et il faut savoir le maîtriser et c'est très nouveau. C'est via internet, en plus, ça a explosé donc Justement, rapport à Internet, télétravail et tout ce qui va avec, c'est quoi ton rapport à l'environnement de travail? Toi qui as justement été à ton compte, été employé dans les bureaux, en voyage, en télétravail, tu as vécu plein de réalités différentes. C'est quoi ton rapport à l'environnement au sens large de travail? moi, j'ai 2 choses qui sont un peu, paradoxales. La première, c'est que j'aime bien le changement parce que je m'ennuie vite des choses. Donc quand je vais en voyage et puis qu'après je travaille au bureau, puis qu'après je travaille chez moi, ça me va. Et en même temps, je suis un peu maniaque. Du coup, si j'ai pas le bon PC avec la bonne souris, ça m'énerve. Du coup, c'est un peu un challenge tout le temps de m'organiser. Je dirais que bosser chez soi, c'est un piège de fou. Je pense qu'il faut pas, comment je dirais ça? J'ai beaucoup expérimenté le fait de travailler chez soi et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé à des endroits où je faisais aussi ma vie. Mon bureau, c'était mon bureau de jeu aussi. Hem et rapidement, bah, à Games Story, j'ai appris que, par exemple, je demandais des jeux sur console parce que bosser sur le canapé, c'était pas comme bosser sur le PC, ce qui est fou. Ouais. Sur le principe, bosser sur le canapé, c'est une phrase qui est quand même assez C'est fou. Mais inhabituelle. Ouais. Mais alors du coup, est-ce que là, quand tu dis bosser de chez soi, dans la façon dont tu l'expliques, c'est aussi lié au fait que tu bosses pour toi, ou est-ce que tu penses que ce serait la même réalité si tu étais dans un télétravail salarié? je l'ai fait parce qu'à Plugin, j'avais le choix d'avoir des jours de télétravail et qu'au début, j'étais full télétravail les premières années et vraiment, non, c'est le même problème. Tu as le même problème de tu es chez toi, c'est bizarre de devoir nourrir son chat, de répondre au livreur et de bosser en même temps. Je trouve que du coup, bah, justement, on en parlait, la séparation entre vie privée et vie professionnelle, elle se fait moins et je pense pas que ce soit impossible, mais c'est à gérer de fou. Et là, je suis en plein dedans à mon compte et je suis encore en train d'instaurer des choses qui font que, il y a une certaine, liberté. Par exemple, ça m'arrive encore aujourd'hui, maintenant que je suis à mon compte, j'en ai marre à 10 heures. Je vais dans un café à Montpellier et je pose mon ordi et je vais acheter des matchas beaucoup trop chers, mais au moins, je bosse pas chez moi. Et la vie de bureau, moi, ça me va pas. Je suis ravi d'aller au bureau pour voir les gens de temps en temps, pour voir à qui je travaille, mais le fait d'avoir des horaires fixes, c'est un enfer. Mais déjà, il y a le problème des gens. Ne serait-ce que les gens, à midi, ils vont décider de manger et du coup, tu auras les odeurs. Bah, je suis désolé, moi, je travaille, j'ai pas envie d'avoir les odeurs. Les gens, ils papotent un peu trop fort, tu es obligé de leur dire, les gars, je suis en train de travailler. Tout ça, les gens, hashtag les gens. Et pour donner un exemple concret, c'est en Game Scout, ils me demandaient de venir de 9 heures à. Alors, ils étaient super souples en fait, ils étaient super cool. Mais à la base, normalement, on voulait me faire venir de 9 heures à 17h30. Sauf que moi, j'ai des calls à 4 heures du matin avec des Indonésiens parce qu'il y a un décalage horaire, quoi. Du coup, je fais quoi? Et en interne, tu avais des gens qui se plaignaient, qu'on me voyait jamais, que j'avais des horaires aménagés. Je suis en mode, mais les gars, vous vous rendez pas compte que c'est mon travail qui me demande ça? Ouais. Plus les décalages horaires des voyages. Quand tu fais San Francisco 4 jours, puis qu'après tu pars à Lille pour un autre event, t'as pas du tout, tu arrives à Lille à ton travail, tu es complètement désaxé. Enfin, je vais pas me plaindre de voyager, mais ça n'empêche que c'est quelque chose, quoi. Non, mais c'est un rythme qui est pesant. Et le bureau, ça cassait encore plus tout ça. Parce que du coup, et en plus, il fallait montrer que tu étais en forme. Oh là, l'enfer. Et dans le jeu vidéo, comme tu bosses avec des indépendants qui sont souvent freelance et qui souvent comptent pas leurs heures, tu peux très bien avoir une livraison d'un jeu, enfin d'une build, enfin d'une version du jeu que tu dois mettre en avant à 17h30. Et on a vu des gens de la com me dire: ah bah non, moi ma journée est finie. Je suis en mode, ah oui, mais en vrai, là, le job est pas bien fait parce que bah si, on a besoin de toi, quoi. Et on a eu des dingueries, hein. Je peux te dire des choses, le week-end, des choses qui sont arrivées vendredi soir et que personne n'a push parce que bah non, fallait attendre lundi. C'est une dinguerie, quoi. Bah non, mais Steam, il va pas attendre lundi pour corriger l'erreur, quoi. Du coup, tu as toujours quelqu'un qui se dévoue sur son temps libre pour aller connecter sur le PC et faire le truc. Et c'est horrible. Ouais, puis ça, c'est un peu le piège parce que vu que c'est pas encadré, Ah c'est oui, souvent les mêmes, quoi. c'est ça. Et si tu fais une erreur, t'es pas assuré. Enfin, on va te dire quand est-ce que tu l'as fait. OK.
La prochaine question, c'est sur la rémunération. C'est quoi ton point de vue sur le statut de la rémunération dans, toi, tu es l'industrie du jeu vidéo beaucoup, mais dans le monde du travail, parce que pour le coup, tu as fait des grands écarts absolument faramineux entre tes jobs sous-payés, tes trucs au black, tes trucs bénévoles, tes premiers contrats à ton compte à coût de 3 000 € la semaine, ton contrat salarié chez Plugin, là, tu es à ton compte. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Euh, Beaucoup de mal. Je trouve il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de nuance. C'est soit t'as du travail d'ouvrier ou en tout cas de petites mains aussi ou que des choses qui sont tu valides ce que les managers ou ceux d'au-dessus te demandent de faire et tu vas être payé le SMIC ou un peu plus ou allez on va dire le maximum que tu peux gagner dans ce genre de poste c'est 2500 voire 3000 si t'es vraiment dans une grosse boîte depuis des années et que la boîte est cool mais c'est rare et moi, j'ai vu l'envers du décor. Parce que du coup, quand tu vas en voyage, tu voyages avec des gens qui, eux, ont créé leur propre boîte de service et eux, par contre, se payent des dingueries. Et en fait, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est que des gens moins bien payés que ce qu'ils valent ou trop payés. Et je n'étais pas si politisé à l'époque et ça m'a vraiment fait un coup d'être à Plugin alors que normalement, j'aurais plutôt voulu épouser cette idée de ah là là, si je continue, je vais être comme eux. Moi, ça m'a plutôt effrayé en mode c'est vraiment pas juste. L'injustice de ça me terrifie. Et bah tu vois, du coup, là, je le retranscris dans mon travail parce qu'actuellement, l'aide que je promets aux développeurs, c'est en fonction de leurs besoins, mais aussi en fonction de ce qu'ils ont. Euh, pour le même travail, je peux demander 1 500 € à une boîte qui a l'argent et 300 € à un indépendant qui ne l'a pas forcément. Et il aura exactement la même qualité de travail parce que je crois en ça. Je crois au fait que tu dois avoir l'aide qui est au niveau de ce que tu gagnes, quoi. Mais ouais, moi, je suis pas du tout. À titre personnel, du moment que je paye mon loyer, je m'en fiche. T'es un peu comme l'État, tu fais des impôts progressifs à tes clients. Voilà, c'est ça. Non, mais après, je comprends l'idée dans le sens où si tu as les moyens de payer plus, c'est normal que tu participes plus à un système, et si tu as moins les moyens, c'est normal que tu participes moins. En fait. Et tu sais que dans le développement indépendant, la plupart, je suis transparent avec ça et ils sont OK. Parce qu'ils comprennent le problème et qu'ils disent oui, bien sûr, pas de souci. C'est pas un gros mot et ça fait pas peur aux artistes, ça, au contraire. Chez les publishers, par contre, ils payent tous pareil parce que je sais que je vais pas tenter ça. Bah, tu vois, là, par exemple, c'est marrant parce que le mois prochain, je vais fêter le fait donc qu'en moins d'1 an, j'ai fait plus de chiffres annuels à mon compte, URSAF compris, hein, que ce que je gagnais en 1 an à Plugin. Bien joué. Et en fait, je regardais et je me dis, ouais, mais du coup, j'ai eu plus de clients. À être très accessible, à être très ouvert avec les gens, j'ai eu beaucoup plus de clients. Et tu te demandes pourquoi les boîtes ne le font pas de base. Et je pense que pour le côté payer les gens, ça c'est pareil. Si tu étais du genre à mieux payer les gens, bah, tu aurais plus de gens compétents qui viendraient te voir et que tout tournerait bien mieux. Mais et c'est le problème de l'industrie du jeu vidéo, mais c'est le problème de l'industrie en globalité. Plutôt que de vouloir beaucoup d'argent demain, ils veulent un peu d'argent tout de suite. Et du coup, ils cassent un peu tout le schéma. Et moi, non, moi, je mise sur je veux beaucoup d'argent demain. Et en vrai, ben, ça marche. Donc, let's go, quoi. Mais c'est une dinguerie, hein, ça, je ne comprends pas. Au-delà au-delà de parler politique, au-delà de parler de comment tourne le monde, je trouve que le concept de base n'est pas bon. Vraiment. Et tant pis, quoi. Enfin, j'aimerais juste que ça change. Bon, je pense que ça changera à terme. La prochaine question, le sujet, c'est à rapport à la position sociale, habituellement, que ton travail peut apporter, aussi bien négativement que positivement. Toi qui as traversé pas mal les strates et les situations contractuelles différentes, c'est quoi ton avis là-dessus aussi? En plus, tu disais, j'ai été dans des hôtels de luxe, j'ai vu des gens qui étaient très estimés dans l'industrie, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas de problème avec ce que je vais dire. Parce que moi, je marche d'une façon très bizarre il y a que mes potes et mon cerveau qui comptent. Et ma psy maintenant. Mais globalement, je pense que je ne suis pas compris et peut-être pas pris de la bonne façon par tous les gens que je rencontre. Quand je rencontre des gens qui ont plutôt de faibles revenus ou qui galèrent, ils me voient comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui gère de fou. Et quand je vois des gens qui sont riches, ils me voient vraiment comme le petit gars pauvre qui essaie de les suivre. En fait, tu vois, je vais parler à mes parents, quelqu'un de jeune qui galère, je vais toujours me dire ah ouais, je te plains. Moi, c'était pas comme ça à mon époque, et même si je reviens maintenant, j'ai pas à me plaindre. Et souvent, mes amis plus jeunes me disent mais William, bien sûr que si. Enfin, ils connaissent ma situation, ils font bien sûr que si. Enfin, c'est pas encore fixe pour toi, c'est encore la galère, là seulement que tu t'en sors un peu. Moi, j'étais endetté pendant longtemps, hein, parce que la banque, elle a beaucoup aidé hein, pour que ça se globalement. Mais
Et puis quand je vais voir quelqu'un de riche, lui, il croit qu'en un claquement de doigts, je vais créer ma boîte, et puis que je peux m'acheter une maison, et puis parce qu'il se rend pas compte. Du coup, je ne sais pas quel statut social j'arrête pas de naviguer entre les eaux, et je sens que c'est un problème globalement. Mais je suis plutôt à l'aise avec parce que je crois que c'est le prix à payer de toutes ces années où j'ai eu la chance, via ma passion, d'aller dans des endroits où, bah, en fait, j'aurais tapé à la porte, on m'aurait pas fait rentrer, quoi. C'est juste que c'est tombé comme ça. Et je pense que c'est un peu le dommage collatéral. Donc je suis plutôt OK avec ça, ça me peine pas, tu vois? Mais du coup, je ne sais pas où est-ce que je suis socialement parlant. Je galère, mais je suis heureux parce que j'ai pas peur, vu que à chaque fois que j'ai peur, il se passe un truc cool, que j'essaie d'activer. Donc voilà. Tu as beaucoup pris la question pour l'instant du côté social, dans le sens classe sociale Ouais, liée à la rémunération et à la partie économique. Mais ce que j'entends aussi derrière cette question, c'est que des fois, tu as une stature ou une position sociale parce que tu es le gars qui est connu d'un X ou tu vois, il y a une forme de respect ou d'irrespect qui t'est associé de par ta position sans même connaître ton niveau de vie et ton niveau de revenu. clairement. Et je m'en sers maintenant. Alors, je vais aller dans les clichés, mais c'est important. Via ma position de mec blanc de 40 ans dans le jeu vidéo, on sait que le jeu vidéo, c'est un des arts qui se politise le plus en ce moment, pour de bonnes ou mauvaises raisons. Chacun y voit ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est aussi un des arts qui essaie d'être le plus diversifié possible, parce qu'il est jeune et que tout simplement, les jeunes s'emparent aussi de ça. Euh, Rapidement, vu que moi, j'ai plutôt tendance à aimer la diversité et à croire en fait que la diversité fait de meilleures œuvres, on en a la preuve même, je suis un peu à contre-courant de tous les gens qui me ressemblent. Et ça m'a causé pas mal de soucis à Plugin parce que du coup, il était très difficile pour moi d'aller voir des jeunes avec la tête que j'avais et de montrer que j'y allais avec bienveillance. Et je crois que j'en ai fait mon image de marque maintenant. Je suis un peu ce gars, on peut aller lui parler. J'ai envie de dire que les gens qui me ressemblent et qui sont mal intentionnés vont essayer d'obtenir quelque chose de moi et ne l'auront pas parce que ça m'intéresse pas. Et que par contre, les jeunes vont aller vers moi de façon sécurisée en disant on peut lui faire confiance. C'est cool, mais par contre, ce que ça implique en termes de responsabilité est énorme. À la moindre erreur, il faut que je m'excuse tout de suite, ce qui est normal hein, d'un point de vue humain, parce que ça pourrait aussi être en mode oui, bon, bah finalement, t'es comme les autres. On sait qu'on est dans un monde plus polarisé que jamais, donc forcément, c'est encore plus risqué. Mais ouais, j'ai cette position-là qui me va très bien et qui, encore une fois, m'est tombée dessus et qui me fait du bien. Bah, elle t'est tombée dessus de par aussi tes actes et tes choix au fur et à mesure Voilà, de ta carrière. par mes convictions et parce que j'ai pas transigé. L'étiquette, elle t'a été mise, mais l'étiquette, elle vient pas de nulle part, elle vient aussi de tes actes et de ce que tu as fait au fur et à mesure. C'est ça. La prochaine question m'intéresse particulièrement parce que tu en as clairement laissé déborder et j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la hiérarchie dans le monde du travail? C'est le problème numéro un du monde du travail. C'est le problème numéro un de notre société actuelle. C'est une conséquence des années 90 où tout le monde pensait que ça marcherait. C'est cette imagerie de le train il va toujours plus vite, si la voiture elle est toujours plus performante et tout le monde est plus fort et le manager il vient avec son costard cravate et sa petite valise et il gère, il va rencontrer sa femme à la maison et sa femme est trop fière de lui. Et je trouve qu'évidemment que ça n'existe plus dans les faits, mais que tous les dommages collatéraux de cette idéologie se ressentent dans les boîtes et que le principal vecteur de ça, le principal exemple de ça, c'est le management. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un est au management, c'est pas parce qu'il le mérite, c'est parce qu'il a gravi des échelons, même s'il n'est pas compétent pour gérer des gens. Et ce que j'ai appris à Plugin et à d'autres boîtes, dans d'autres boîtes, surtout dans le jeu vidéo, parce qu'on s'en parle beaucoup, parce qu'on va pas se mentir, c'est une industrie qui va vraiment casser ce truc-là, et qui est déjà en train de le faire, c'est que tous les gens qui pourraient être de bons managers ne veulent pas l'être, parce qu'ils savent ce que c'est de gérer des gens, et ils n'ont pas envie. Moi, par exemple, je n'aime pas gérer des gens. Du coup, je sais que demain, si je crée ma boîte, c'est pas moi le patron. Tu vois, par exemple. Je veux pas. Je sais pas comment on va faire, si on va faire un truc horizontal, mais je ne veux pas parce que en fait, je suis trop dans l'émotion pour gérer des gens. Il faut quelqu'un qui le fasse bien. Et moi, en tant que manager, je pense que j'ai plein de qualités, mais je ne saurais pas faire parce que je sais pas gérer les gens. Et il y a plein de choses comme ça dans les managements. En fait, le management, c'est un statut qu'on donne à des gens qui ont bien progressé dans une boîte, alors que ça devrait être un boulot à part entière. Et le truc, c'est qu'on revient à l'incompétence parce que le meilleur moyen de ne pas avoir de problème en tant que management, c'est de fermer les yeux. Parce que du coup, tu n'as rien à remonter. Ah, c'est ça. Tu dis non, mais ça va bien se passer. Tu caches ce qui se passe en bas. En bas, ils s'entendent pas entendus. Ils se voient pas entendus. Du coup, bah, ils arrêtent de dire ce qui va pas. Et en fait, on découvre les problèmes 3 ans plus tard. Et tout casse. Ou des fois 6 mois, ou des fois 2 jours, hein, mais ça dépend. Mais moi, je pense que c'est vraiment la première chose à casser dans l'industrie globalement, le management. En tout cas, mieux le faire.
Tout à l'heure, tu as parlé du fait que quand tu es retourné après ton mois de pause chez Plugin et que tu n'avais vraiment pas envie, il y avait notamment euh, cette personne qui est ta meilleure amie aujourd'hui qui te donnait envie de revenir. Donc, la question liée à ce sujet, c'est quoi pour toi l'importance du côté social et de l'équipe au sein du travail? L'équipe, ça peut être les gens avec qui tu travailles au quotidien, pas forcément les gens qui travaillent dans ton équipe. Tu vois, genre là, toi, tu es à ton compte. Ton équipe, ça peut être les gens avec qui tu travailles au quotidien, qui sont des clients, des partenaires, peu importe. C'est pas forcément ton équipe, tes collègues. Mais tu vois, moi, alors, l'équipe au sein même du travail, c'est super intéressant, c'est super important. C'est celle à qui tu vas communiquer un maximum, tu vas pouvoir lâcher du lest. Mais je pense aussi que ça peut être ton pire ennemi parce qu'il y a plein de fois où tu veux vouloir quitter une boîte, mais tu te dis, ah, je peux pas abandonner les potes. Ça, c'est un problème. C'est deux. Et c'est vrai que c'est. Mais c'est normal, il y a une belle chose qui arrive avec une mauvaise, c'est toujours comme ça un peu. Il y a un yin et yang, quoi. Mais donc, ça, c'est ce qui se passe en local, je trouve, avec les collègues. C'est que c'est hyper important pour progresser et en même temps, ça peut être un danger émo- émotionnel qui fait que tu n'as pas envie de partir, même si tu es malheureux. Mais c'est tellement mieux quand le matin tu te lèves et tu dis je vais au boulot, j'ai pas envie, mais je vais revoir les collègues, ils sont trop cool, c'est un bonheur, quoi. À côté de ça, tu vois, moi, par exemple, dans le monde du jeu vidéo français, j'avais fait un petit Discord où j'invitais tous les Game Scouts français parce que je savais qu'ils se parlaient pas trop, en tout cas pas au même endroit. Et du coup, tous ceux qui avaient le même boulot que moi, j'ai fait un petit Discord pour tous les regrouper. Et on est devenus vraiment potes. Et ça, c'est aussi c'est précieux d'avoir potentiellement, via son travail, d'autres cercles d'amitié que tu peux retrouver si tu sais que ton travail s'exporte un peu. Moi, à chaque fois que j'étais en déplacement, je savais qui j'allais retrouver que je connaissais. Et ça me rassurait aussi un peu. Moi, au début, je ne savais pas d'anglais quand je suis allé à Plugin. Je ne l'ai pas dit. Et du coup, j'ai appris l'anglais en 3 ans. Aujourd'hui, tu traduis des jeux. Voilà. Mais je traduisais des jeux à l'époque, mais traduire, ça allait. Mais le parler, c'était pas possible. En fait, je parlais pas vraiment anglais, tu vois. Tu avais une aisance à l'écrit, mais par contre, tu étais vraiment bloqué à l'oral. Ouais, c'était l'enfer. Et vraiment, j'ai appris en 3 ans. Parce qu'on m'a balancé, vas-y, va au Canada. Je fais, OK. Et là, je me dis, ah, c'est let's go. Et après, on me dit, c'est Toronto. Je fais, ah, ça parle pas français. OK. Et du coup, t'es bloqué une semaine avec des anglophones et bah, t'apprends. Et en fait, ils sont super cool avec toi. Tu choisis tes potes. Et le fait de savoir qu'il y avait telle personne que tu connais dans ton cercle d'amis professionnels, ça rassurait de fou. Et sans eux, vraiment, je n'aurais pas pu faire ce que je fais. Je sais pas si c'est spécifique au loisir, à la culture ou à l'art ou quoi que ce soit, mais ouais, avoir des gens que tu apprécies dans ton boulot, c'est quand même vraiment plus simple après. Ça change le quotidien. La question difficile dans ta position de travail-passion, qu'est-ce qui te ferait changer de travail? C'est marrant, ça tombe au bon moment. Qu'est-ce qui me ferait changer de travail? Complètement changer, partir du jeu vidéo? Bah, tu peux faire et partir du jeu vidéo ou tu peux juste dire repasser sur un autre statut que tu peux répondre aux deux. Qu'est-ce qui te ferait changer de travail? Si je reste dans le jeu vidéo, ce qui pourrait me faire changer de travail, moi je veux plus jamais bosser en CDI pour une grosse boîte, ça c'est terminé parce que je sais que j'aime pas ça. Mais c'est sûr que si demain, je dis ça, mais si demain une grosse boîte que j'adore m'appelle, j'y vais parce que je peux pas m'empêcher de dire que je veux vivre mes rêves et que bah, demain Remedy, qui est un studio que j'adore, m'appelle, je fonce sans exister. C'est vraiment la boîte qui va faire la différence. C'est pas. Alors, le poste évidemment, mais le même poste dans différentes boîtes, ça va pas du tout être la même réponse. C'est ça. Ok. Mais par contre, vraiment me faire quitter un peu le monde du jeu vidéo et vraiment me faire changer de travail, je pense que ça ne pourrait être que bah, toi, là, maintenant, je suis célibataire. Je pense que ça peut faire changer la donne parce que j'ai beaucoup donné de ma passion dans ma vie. Ça m'a causé pas mal de torts. Ça m'a empêché de voir des choses qui allaient progresser dans ma vie d'un point de vue relations amoureuses, etc. Ça a fait échouer des relations. Et je pense que maintenant, à l'âge que j'ai, j'en ai un peu marre et que c'est possible que demain, je fasse le choix de quelqu'un plutôt que de ma passion. Sachant que ma passion, je pourrais toujours, je veux dire, je pourrais toujours jouer aux jeux vidéo, donc c'est pas grave. Tu feras le choix de quelqu'un contre travailler dans ta passion, Ouais. mais tu mets pas ta passion à la poubelle pour autant. C'est vraiment pour te répondre parce que je me vois pas faire autre chose quand même, quoi. Non, mais c'est intéressant quand même, je trouve, de te dire que tu t'es posé la question à un moment. Ouais, 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 ouais. Que t'as des réflexions par rapport à ça. Après, ce que tu feras, en fait, on le saura jamais tant que tu seras pas confronté, de toute façon. Puis si ça se trouve, un jour je vais me retrouver dans une galerie d'art jeux vidéo au fin fond de la Suède. Enfin, je sais pas. J'ai vu des potes faire des trucs dingues du jour au lendemain et quand je leur parle, je me dis, ah, ils ont raison. Mais c'est juste que là, j'ai pas l'occasion et je suis à fond dedans, quoi. Aussi, c'est surtout ça. C'est toujours pareil. Moi, on me paye pour sortir les gens de la tête du guidon et moi-même, personne ne le fait pour moi. Du coup, le jour où je le ferai, peut-être que je me rendrai compte de quelque chose, quoi.
Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Ça, clairement. C'est quoi ta plus grosse peur liée au travail? Être nul. Clairement, c'est être nul et je passe mon temps à douter de ce que je fais, mais vraiment violemment. Là, ce matin, j'ai bossé toute la matinée pour être tranquille parce que demain, je vais à un event. Je vais à un événement à Angoulême et, euh, et j'ai bossé toute la matinée et je crois que j'ai perdu 3 heures à me relire 30 000 fois en me disant tu peux pas envoyer ça, c'est nul, t'as pas honte et tout et vraiment de façon violente. Je l'envoie, je reçois un message qui me dit c'est génial, c'est exactement ce que je voulais et tout et je fais bah voilà. Et c'est toujours comme ça. J'ai trop peur d'être nul. Et même avec le temps, l'expérience, ce doute-là, tu l'as toujours profondément ancré en toi. Ok. C'est même pire, c'est que maintenant, je me dis, quand est-ce que les gens vont se rendre compte que je suis nul depuis le début? C'est bizarre. Je suis une fraude. Mais ça va mieux. Et maintenant, le fait que je te le dise déjà, ça veut dire que ça va mieux. C'est parce que je me rends compte que c'est mon cerveau qui fait n'importe quoi. Après, tu m'arrêtes si je me trompe, peut-être aussi que ça vient avec le fait que vu que tu as plus d'expérience, que les gens s'attendent à plus de toi et que tu es capable de plus, tu te mets plus la pression parce que tu sais qu'il y a un niveau d'attente qui n'est pas le même. Oui, c'est vrai. Avant, c'était pas grave d'être nul. Maintenant, ça m'embête, tu vois. Mais j'ai toujours eu quand même cette idée-là, j'avoue. Ça m'a un peu malheureusement porté. Là, tu vois, cette année, je vais devoir investir dans Sourcing the Rain dans le but de faire un peu de com et tout. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi t'investis? Alors, j'investis pour faire connaître le site, faire connaître l'idée, et que du coup, ça aille plus vite et que ce soit plus simple encore pour moi, etc. Et pour porter les projets que j'aime bien. Mais à chaque fois, je me dis, mais tu fais ça alors que ça va pas marcher, que ça va être nul et que tu vas arrêter dans 8 mois. Parce que toi, l'enfant, c'est ça aussi qui est chaud, c'est que des fois, les aides, c'est cool, mais les aides, psychologiquement, c'est embêtant parce que là, en partant de plugin, j'ai le droit à du chômage. Et en fait, moi, quand j'ai créé mon auto-entreprise avant Plugin, donc à l'époque où je faisais des traductions, j'ai oublié de la fermer. J'ai oublié de fermer cette auto-entreprise. Et tous les ans, je payais genre 200 balles pour qu'elle existe. Et je fais, allez, il faudrait peut-être que je la ferme. Allez, il faudrait peut-être que je la ferme. Et je le faisais jamais. Par flemme, vraiment. Je quitte Plugin. Donc, cette chose-là existe encore, donc j'ai pas besoin de la réouvrir, Tu juste peux la la réutiliser, renommer. c'est ça. Et là, je vais à Pôle emploi et je leur dis, bon, bah, du coup, normalement, à Pôle emploi, ce qui se passe, c'est que ce que je gagne, je le déclare. Et si jamais j'ai pas gagné ce mois-ci, ils vont me donner mon chômage. Sinon, le chômage, il reste. Et là, la personne me dit, ah non, votre boîte, elle existe depuis 5 ans. Du coup, vous avez le droit de continuer à accumuler. Je fais comment ça? Elle me fait, bah là, pendant 2 ans, vous êtes tranquille. Pendant 1 an et demi. Ok. Donc pendant 1 an et demi, je vais avoir mon chômage, mais j'ai quand même tout ce que je vais gagner. Juste parce que j'ai oublié de fermer la boîte. Hein. Ce qui est une dinguerie, je sais pas pourquoi ça existe. Il y a des histoires de timing des fois. Ouais. Et le truc, c'est que du coup, si j'avais créé ma boîte sans ce chômage, bah, j'aurais dû me dire, allez, on y va à fond, et tous les mois, c'est important, faut que tu payes ton loyer. Là, par contre, j'ai la sécurité. Et là, en janvier, je me suis rendu compte que, dans novembre, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en novembre, là, Sourcing the Rain doit me permettre d'avoir au moins me payer mon loyer et mes courses tous les mois. Et là, quand je me suis rendu compte, c'était un enfer. Parce que c'est vraiment, oh mon Dieu, je ne suis pas capable, etc. Alors que le chiffre d'affaires fait que normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Mais tu sais pas comment demain le jeu vidéo va évoluer, ça se trouve, on n'aura plus besoin de moi, quoi, tu vois. Tu te retourneras, tu feras autre chose. Ça, je pense que ça, par contre, je l'ai appris maintenant, c'est vrai, je ferai autre chose. Tu l'as dit déjà tout à l'heure. Mais après, bon, c'est facile d'être dans la position du gars qui est derrière le micro et puis qui te dit ouais, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Quoi. Le pire étant que ce que je fais, c'est que j'espère que je n'ai plus à le faire dans 1 an. J'espère que les devs seront assez. Mais en fait, non, mais j'adorerais ne plus avoir besoin de faire ce travail parce que ça veut dire que les devs sont au courant et qu'ils vont. Bon, tu auras toujours une nouvelle génération d'arrivants dans l'industrie qui aura besoin de tout savoir. Et c'est à moi de m'adapter. Absolument. Qu'est-ce que si tu avais une baguette magique, c'est quoi la chose que tu améliorerais dans ton travail? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. J'ai tourné en boucle si je dis le jugement de moi-même parce que je trouve que dans mon travail, il prend trop de place. Mais je dirais. Bah non, parce qu'en fait, le problème avant, c'était le rythme. Mais là, j'ai pris un bon rythme. Maintenant, je me lève à 7 h et je vais normalement au lit à 22 h. Ah si, je sais, dans ma baguette magique, je annule le temps de transport. Je veux me téléporter, s'il vous plaît, avec ma baguette magique. Ça serait tellement bien. Je sais pas travailler dans le train. Tu as encore beaucoup de transport à faire pour aller voir différents Ouais. développeurs, peu importe, etc. Ça te fait passer beaucoup de temps dans les transports. Ok. Ouais, je fais environ un voyage, voire 2 par mois. Et c'est souvent des voyages de plus de 4-5 heures. Tu comptes avec ça les retards SNCF. Tu comptes avec ça les guichets aéroports trop longs. Et moi, je sais pas travailler dans les transports. Puis j'imagine que ça, c'est un truc où travailler physiquement avec ces personnes-là et travailler en visio, c'est pas du tout la même chose. Tu as quand même besoin de ce contact. Ouais, t'es obligé. C'est vraiment de l'humain de fou. L'art, en général, c'est de l'humain, t'as pas le choix. C'est une super réponse, je trouve. Je l'avais jamais eu encore et là, tu vois, je me revois, moi, dans les transports et je me dis, putain, oui,
Le temps qu'on perd dans les transports, c'est fou. Bah écoute, je pense qu'on a fait un très bon tour. Est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel tu voulais parler ou est-ce qu'il y a un truc qu'on a abordé puis on n'est pas allé suffisamment profondément et tu veux en reparler un peu Est-ce que tu as un commentaire? Tu voulais parler de santé mentale? Ah, je le fais toujours à la fin, ça. Ok, bon, Je le bon, ferai. voilà. Et Ça arrivera à la conclusion. ce que j'aimerais dire par rapport à Xavier aussi, c'est que quand j'ai lâché Game Story, je me suis dit, mon Dieu, mon bébé, il va être abandonné, quoi. Et ça m'avait tué, et en même temps, ça me faisait aussi du bien. C'est horrible. Et je trouve que Xavier, il est arrivé pile au bon moment. Il m'a vraiment sauvé. Je pense qu'il a sauvé un morceau de mon cerveau ce moment-là. Je veux dire un truc très beau, mais il a sauvé sauvé un morceau de mon cerveau et de mon cœur en même temps, tu vois. C'est genre vraiment, j'allais casser quelque chose chez moi. Je pense que ça aurait été irréversible et horrible. Et lui, il était là au bon moment, au bon endroit. Et en plus, il l'a fait comme il fallait, c'est-à-dire qu'il a dit, par contre, je te préviens, William, je fais comme moi je veux. Et ça, c'est la plus belle des réponses. C'est genre, d'accord, William, tu bossais beaucoup dessus. Moi, je vais faire attention. Là, on a une équipe, je vais devenir rédac chef, d'accord, mais je vais pas leur demander d'être aussi, je vais pas être aussi exigeant que toi. Et en vrai, j'ai adoré, bah, tu vois, quand je te dis j'adore avoir tort, les premiers mois, je pense que je lui ai jamais dit, je pensais vraiment qu'il allait morfler et qu'il allait abandonner aussi. Et il a réussi, avec ses convictions, avec sa vision du monde et du travail, à, à aboutir au même résultat que moi, avec ma conviction et ma vision du travail. Et mon exigence, et le fait que je fais tout moi-même parce que je fais confiance aux gens, etc. Et ça, c'est une force incroyable. Et je pense que je lui en dois une parce que Game Story, aujourd'hui, ça existe. Très bien. C'est même relancé de fou. Et à tel point qu'en début d'année, bah, juste après non, en milieu d'année dernière, quand j'allais enfin mieux, en parallèle de mon boulot, j'ai pris vraiment un mois pour refaire entièrement le site pour eux et me dire, OK, les gars, moi, là, je suis parti, je suis sur le départ. Mais par contre, je vous le laisse pas comme ça et je l'ai refait vraiment tout propre, tout net, vraiment. Et lui, il s'est démené, il a été voir un pote pour faire un nouveau logo et tout. Et je trouve que, bah, tu vois, ça, ce genre d'expérience avec des gens, on ne le retrouve pas assez dans le monde du travail. Le fait de donner de l'information, de transmettre l'information et d'accepter qu'elle soit transformée, modifiée en fonction des gens, qu'il y ait moins de contrôle, qu'on fasse plus confiance. Moi, ça m'a beaucoup appris. Et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, mieux dans ma peau, si Xavier n'avait pas été sur mon chemin à ce moment-là, quoi. Vraiment. C'est un super beau message à lui faire passer. On lui fera écouter de force. C'est ça. Bah, il va écouter, évidemment, il va écouter. Donc oui, effectivement, je vais finir comme tous les épisodes, je fais une petite aparté santé mentale. Évidemment, tu peux rebondir avec grand plaisir, c'est même le but. Ce que j'essaye de dire avant de clôturer à chaque épisode, c'est que si, dans le cadre du travail, que ce soit le matin en se levant, que ce soit au milieu de la journée, ou que ce soit, peu importe la raison, il y a un moment où vous vous sentez mal et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être difficile, mais il faut essayer d'aller en parler à quelqu'un, que ce soit un proche, un ami, un médecin, un collègue. Il faut essayer de sortir de cette culpabilisation de dire non, ça va passer ou non, mais il n'y a pas de bonne raison de se plaindre. Si on ne se sent pas bien, il y a une raison, souvent. Et on n'est pas forcément capable de la voir tout de suite. Il faut essayer de demander de l'aide. C'est parfois difficile, mais c'est, je pense, important de prendre soin de soi et de demander aux autres de nous aider à prendre soin de nous quand on en a besoin. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai essayé de faire quand même court parce que sinon on va partir dans tous les sens. Mais les choses vraiment importantes, c'est que moi j'ai vu les jeunes en parler de la santé mentale à partir de 2015, je dirais, quelque chose comme ça. Et j'ai découvert quand la jeune génération est arrivée dans le monde du jeu vidéo et a commencé à beaucoup le mettre en avant, moi j'ai découvert ce truc-là et j'ai fait, mais évidemment. Mais je pensais pas en être dedans. Je me suis toujours mis à côté en mode, ah, ça doit être horrible. Là, pour le coup, c'est moi qui vais te couper. Est-ce que c'est aussi parce qu'on a, en tout cas de l'extérieur, beaucoup cette image de, dans le jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle le crunch. Il y a des grosses périodes de travail intensif avec des horaires absolument ridicules, à travailler parfois le week-end, à rester très tard le soir, etc., etc., qui est très lié au monde du jeu vidéo, mais j'imagine à tous les milieux artistiques avec des deadlines à respecter. Et que toi, en tant que personne qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo, mais pas en tant que personne qui crée un jeu vidéo, tu te sentais peut-être extérieur à cette problématique-là. Oui, c'est ça, ta vision du monde est la bonne, alors que non, elle est déjà un peu trop agressive ou trop bizarre. Enfin, j'étais entouré de gens qui crunchaient plus que moi je ne crunchais, et du coup, je me trouvais normal. Et oui, c'était la normalité à l'époque. Et bon, ça l'est encore un peu aujourd'hui beaucoup dans des boîtes, hein. Mais oui, oui, c'est ça. Et du coup, là, quand j'ai fait mon burn-out, vraiment, je pense que c'est. Maintenant, je le sais parce que je suis allé voir un psy, mais
Quand le docteur m'a dit: «Vous faites un burn-out», la première chose que j'ai pensé, c'est: «Bah non, pas moi». Parce que moi, je passe mon temps à dire aux jeunes de faire attention. Et le truc, c'est que donc ça, c'est le côté négatif, c'est que la baffe était énorme parce que je me dis: «Bah non, je suis tombé dans le panneau, quoi. Je me suis fait avoir». Et en même temps, parce que j'ai vu des jeunes le faire, parce que j'ai vu des jeunes en communiquer, bah, j'ai réussi à vachement rebondir sur ça en me disant: «Tu sais c'est quoi? Tu connais les pièges, tu en as beaucoup parlé avec eux. Bon, bah, OK, un pas 2 quoi. Tu feras plus jamais ça». Et vraiment, ça m'a été extrêmement bénéfique, le fait qu'on en parle. Donc quoi, vraiment, le fait d'en parler même autour de soi et tout, c'est pas Mhm. pour rien qu'on fait de la prévention. Parce que moi, je ne pensais pas être, touché par ça. Et en final, bah, heureusement que j'avais entendu parler de ça, heureusement que j'ai écouté les gens parce que ça m'a permis, dès qu'on m'a dit burn-out, de me dire: «Oui, OK, burn-out». Je me suis pas remis en question. Je m'en suis Mhm. voulu parce que je me suis dit: «Oh là là, tu nul», mais très rapidement, j'ai compris que non, non, c'est vraiment un problème de santé mentale et que ça se guérit et cetera. Et c'est ce qui m'a fait aller voir un psy aussi. Parce qu'avant, je savais très bien que j'aurais dû y aller, mais j'y suis jamais allé et parce que j'entendais parler les gens de psy, j'ai dit: «Bon, bah là, j'y vais, pas le choix». Il y a un truc dans ton témoignage qui, je trouve, revient beaucoup, en tout cas dans moi, ce que j'entends dans mon entourage, c'est qu'on a beau tous être de plus en plus au courant de ces choses-là, surtout le burn-out, c'est vraiment le sujet numéro un qui revient, mais on a tous vraiment beaucoup plus de sensibilisation là-dessus. Et pour autant, j'ai vraiment l'impression qu'il faut y passer une fois avant de le comprendre et d'être capable de l'identifier. Et il y a très peu de gens autour de moi qui ont été capables de dire: oh là, je risque quelque chose et je vais m'arrêter avant le premier. Ils sont tous passés par un burn-out ou autre chose, autre forme de soucis de santé mentale liés au travail, avant d'être capable de dire: ok, ça m'est arrivé une fois, je sais l'identifier, je vais tout faire pour pas que ça arrive une deuxième. Et je trouve que, bah, à mon échelle, ce que j'essaye de faire, c'est juste, comme tu dis, de sensibiliser parce que au mieux, ça évite à quelqu'un de tomber dedans. Au pire, si quelqu'un tombe dedans, ça lui fera un message supplémentaire parmi tous ceux qu'il a entendus pour essayer de rebondir et d'avancer. Je suis complètement d'accord. Tu vois, pour rebondir là-dessus, c'est hyper intéressant de voir que tu peux aussi avoir tes biais personnels qui t'empêchent de le voir. Moi, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'était pas intéressant, mais en fait, si ça l'est pour ça. Moi, depuis que je suis tout petit, enfin depuis la mort de mon père, j'ai fait des dépressions chroniques que je ne contrôle pas. Je peux me lever un matin et bon, bah, je sais que la journée va être horrible. Ça peut être des petites comme des grosses très intenses et des noires et tout ça, tout ça. J'en suis sorti depuis quelques temps, mais ça n'empêche que maintenant, elle me reste un peu. Je peux vraiment me lever un matin en me disant, bon, voilà, ça va être une sale journée, quoi, et je vais pas aller bien. Et d'avoir géré ça toute ma vie, sans en parler à un psy en plus, pas fou, fait que quand j'entendais parler de burn-out, j'étais en mode vraiment, j'étais ce gars qui fait: «Oui, bah, vous êtes fatigué», tu vois? Et le fait et j'avais de la compassion et je comprenais qu'ils allaient pas bien. J'étais pas du tout en train de minimiser ce qu'ils vivaient, je me disais juste: «Bah, comme je vis pire, ça ne m'arrivera jamais à moi». Sauf que ce que j'ai appris avec le burn-out quand je l'ai eu, c'est que je vis pas pire, je vis différemment. C'est complètement autre chose. Je pense que c'est important d'essayer de sortir de la hiérarchisation de gravité sur ces sujets-là. Parce que bien sûr qu'il y en a une, mais je pense que c'est aux professionnels de santé de s'occuper de hiérarchiser à quel point c'est grave et pas à nous intérieurement. Nous, si on se trouve qu'il y a quelque chose qui va pas bien, ce qui est important, c'est de se dire: il y a quelque chose qui va pas bien, il faut que je le traite. Le niveau de gravité, c'est pas. Clairement. En fait, le niveau de gravité, il est subjectif et il peut bouger selon plein de conditions. Du coup, en tant que personne concernée par le problème, je pense qu'on n'est pas capable d'évaluer correctement ce niveau de gravité. C'est pour ça qu'il faut juste prendre un pas de recul et essayer de souffler et de trouver de l'aide si on a besoin d'aide. Et c'est clairement ça, c'est vraiment même moi qui avais été vigilant, qui avait écouté les gens, qui pensait être dans le OK, qui avait bien écouté, bah, je suis tombé dans le panneau du, «Ah mais non, ça n'arrivera pas à moi», et quand ça m'arrive, ben, je prends la plus grande claque du monde parce que c'est un enfer. Et oui, c'est pas la même douleur. C'est clairement pas la même douleur, c'est pas la même façon de le vivre, mais c'est tu peux pas comparer. Tu compares pas les douleurs de façon générale. Et le dernier point, bah, déjà, je veux dire qu'on s'en sort de fou. On s'en sort vraiment, mais il faut s'entourer, il y a pas le choix. Et les amis, pour le coup, ça suffit pas. Moi, je suis allé voir un psy directement et j'ai vu la différence. Alors que j'étais toujours contre. Le docteur m'a dit d'en avoir un et tout. Et je mesure ce que je dis. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté que j'avais fait ce burn-out et que je devais le traiter que je vais bien mieux. Et vraiment, bah d'ailleurs, toi et moi, on se connaît parce que je vais bien mieux. Il y a un an, j'aurais pas été capable de rejoindre les groupes qu'on connaît où on s'est rencontrés. Je... Donc, je vais pas dire que c'est le meilleur burn-out de ma vie, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a cette idée de j'en ai fait quelque chose, tu vois. En fait, on en revient d'une autre manière à t'aimes te tromper. Forcément, t'aimes pas faire un burn-out. À aucun moment, c'est agréable. Mais
toutes les choses difficiles et toutes les choses négatives de ta vie, normalement, tu devrais en apprendre quelque chose. C'est une expérience, tu vas en tirer quelque chose. Pour autant, si vous pouvez tous éviter de tomber en Oui. burn-out et d'en apprendre quelque chose, ce serait quand même mieux. On va quand même remettre les bases. Mais tu vois, dans mon cas particulier, c'est très bizarre parce que du coup, j'ai l'impression que le travail, puisqu'on parle de ça, le travail a été la goutte d'eau de ma vie qui m'a permis de réaliser qu'il fallait que je fasse un point là-dessus et que je prenne soin de moi. Et que ce burn-out-là, bien sûr qu'il faut l'éviter, mais ça n'empêche que je pense que s'il n'était pas arrivé au travail, il ne serait potentiellement pas arrivé dans ma vie personnelle parce que je croyais contrôler, en tout cas je mettais des barrières et je faisais tampon là-dessus, et qu'il a fallu quelque chose d'extérieur qui vienne encore augmenter le problème pour que ça explose. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir fait quelque chose. J'y avais pas pensé au fait que ça rejoint le côté j'aime bien apprendre parce qu'effectivement c'est ça. Mais j'en ai fait quelque chose et clairement depuis je suis une personne bien meilleure et bien plus sûre d'elle, etc. J'aurais pas été capable de faire ce podcast il y a encore un an, quoi, tu vois. Et donc voilà, je veux dire, ce que je veux dire surtout c'est on s'en sort. Les psys sont là pour ça et c'est vrai qu'on le rabâche et que des fois ça fait un peu cliché. Mais c'est pas un cliché, quoi. Vraiment, non, c'est trop bien, il faut en parler. Et les amis, ça suffit pas. Parce que le problème des amis aussi, c'est qu'on n'a pas non plus envie de leur envoyer toute projection de ce qui va pas. Et parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas les épaules. Et c'est OK. Et il n'y a rien de pire que de voir qu'on fait plus de mal à quelqu'un en parlant que, au contraire, y trouver du réconfort. Et surtout, on n'est pas forcément dans la tête de cet ami qui, si ça se trouve, lui aussi vit des moments pas faciles. Moi, je l'ai vu au travail, hein. Quand je suis parti de Plugin, j'ai vu des gens, après, des gens sont partis ensuite, par conséquence de ça, parce que j'étais ce gars solaire qui arrivait au boulot avec toujours les bonnes vibes et tout. Et forcément, tu enlèves ça. C'est l'effet domino. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont pas, il y en a un qui part. Et en fait, c'est des réactions en chaîne. C'est ça. Donc, ouais, non, voilà, on s'en sort clairement, il faut en parler. Sur ces belles notes, je te remercie encore une fois, William, pour tout le temps qu'on a passé ensemble et pour ton témoignage. On va tous vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne écoute, peu importe le moment où vous écoutez ça. Et merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!